Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jurisdico. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au droit à l'interruption volontaire de grossesse en France. Alors tout d'abord, un petit chiffre. En juillet 2023, il a été décompté environ 220 000 interruptions volontaires de grossesse chaque année. Cela comprend donc l'ensemble des IVG réalisées en métropole et dans les Drom. Alors avant de s'intéresser plus précisément au droit à l'avortement en France, on va d'abord faire un petit panorama de ce qui se passe en Europe et tout d'abord notamment au sein de l'Union européenne. Alors dans l'Union européenne, tous les pays accordent désormais le droit à l'IVG, mais sous plus ou moins de conditions. Notamment, il y a 25 sur les 27 États membres qui légalisent l'IVG sans besoin de justification de la part de la femme qui le décide. Et le délai maximal pour avorter, il va varier entre 10 semaines et 24 semaines selon les pays de l'Union européenne. Maintenant, au sein du Conseil de l'Europe. Alors, tout d'abord, c'est important de préciser qu'il n'y a aucune disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui va se référer directement et explicitement à la question de l'IVG. Toutefois, au fur et à mesure des arrêts de la Cour européenne, il y a plusieurs articles qui vont intervenir en ce qui concerne l'IVG et plusieurs droits qui vont être mis en balance. Par exemple, l'article 2 sur le droit à la vie, il va protéger la vie du fœtus s'il est reconnu viable. Également l'article 8, qui est relatif au droit à la vie privée, qui va imposer de respecter le droit à la vie privée de la femme qui décide de recourir à une IVG. Ensuite, l'article 3, qui est l'article relatif aux interdictions des mauvais traitements, qui va protéger contre les traitements inhumains ou dégradants, donc notamment qui va réprimer les IVG pratiquées dans des conditions inhumaines. Ensuite, il y a l'article 8, relatif au respect de la vie familiale, qui va intervenir s'il y a une affaire dans laquelle il y aurait par exemple le père potentiel de l'enfant. Ensuite, il y a l'article 10, relatif à la liberté d'expression, et plus précisément le droit de donner les informations sur les possibilités d'avorter. Ensuite, il y a l'article 9, qui est relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui va ici s'opposer éventuellement aux droits des femmes enceintes lorsque le professionnel de santé souhaite invoquer sa clause de conscience. Et enfin, on peut aussi également citer l'article 14, qui est lui relatif à l'interdiction des discriminations et qui va intervenir dans des affaires où il est question d'égal accès au recours à l'IVG. Donc vous voyez, il n'y a pas en fait d'article spécifique de la Convention européenne qui va être sur le droit à avorter, mais par contre, on va faire appel à divers articles, l'article 2, l'article 8, l'article 10, en fonction des cas, en fonction des affaires dans lesquelles il est question d'une IVG. Alors je vais vous donner quelques exemples. Donc il y a ici par exemple un arrêt de la Commission européenne de 1980, qui est l'arrêt X contre Royaume-Uni. Ici, cet arrêt, il dit que le droit au respect de la vie privée de la femme enceinte va primer sur celui du père potentiel, car elle est la principale intéressée à la poursuite ou à l'interruption de la grossesse. Ça veut dire que si le père potentiel, il veut revendiquer ses droits, eh bien, la femme qui voudra recourir à une IVG, eh bien, ses droits vont primer sur celui du père. Ensuite, on peut citer l'arrêt de 1992, Open Door et Dublin Well Woman contre Irlande. Ici, les faits sont les suivants. En 1988, la Cour suprême irlandaise a émis une injonction interdisant à 2 associations s'occupant des femmes de fournir des informations relatives à l'avortement en Angleterre, car l'avortement n'était pas autorisé en Irlande, à moins que la vie de la femme enceinte ne soit en danger. Par leur assistance aux femmes enceintes, dans leur choix d'avorter ou non, la Cour suprême irlandaise a donc estimé que les défenderesses contribuaient en définitive à la destruction de vie à naître, ce qui est contraire au droit à la vie de l'enfant à naître reconnu par la Constitution irlandaise. Les requérantes se sont donc plaintes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elles se sont plaintes de quoi? Elles se sont plaintes d'une ingérence injustifiée dans leur droit de communiquer des informations, selon l'article 10, et d'en recevoir. Ici, la Cour leur a donné raison, puisqu'elle a reconnu que l'injonction en question portait atteinte à la liberté des sociétés requérantes de communiquer des informations. Donc la Cour a conclu à la violation de l'article 10. Ensuite, on peut citer l'arrêt Bosco contre Italie en 2002. Ici, c'était une plainte qui était introduite par M. Bosco, celui-ci souhaitant obtenir un dédommagement suite à la décision de sa femme de subir une IVG à laquelle il s'était opposé. Ici, il a alors invoqué une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, qui est prévue par l'article 8.
Et ici, la Cour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a rappelé que lorsqu'une femme est enceinte, sa vie privée devient étroitement associée au fœtus qui se développe. En outre, le droit du père potentiel au respect de sa vie privée n'est pas suffisamment large pour englober le droit d'être consulté ou celui de saisir un tribunal. Ici, la Cour, elle a précisé que l'avortement était pratiqué pour sauvegarder la santé de la mère, conformément au droit italien, et que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée du père était justifiée comme étant nécessaire à la protection des droits d'autrui. Donc ici, en fait, la Cour, elle a dit quoi? Elle a dit que, d'accord, il y avait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du père, mais que cette ingérence-là était justifiée parce qu'elle était nécessaire à la protection des droits, et bien ici, en l'occurrence, de la mère. Enfin, on peut citer l'arrêt beaucoup plus récent Grimark contre Suède en 2020. Ici, les requérantes s'étaient plaintes devant la Cour d'une violation à leur droit à la liberté de penser, qui est prévue par l'article 9 de la Convention européenne. Les requérantes avaient en fait postulé auprès d'hôpitaux pour un poste de sage-femme et les hôpitaux leur avaient refusé ce poste parce qu'elles avaient annoncé leur souhait de ne pas réaliser d'avortement en raison de leurs convictions religieuses. La Cour européenne a rejeté la requête des jeunes femmes et déclaré que la décision de ne pas employer de sage-femme qui refuse dès le départ de pratiquer des avortements n'enfreint pas son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Donc ici encore, en fait, la Cour, elle va estimer qu'il y a bien une ingérence dans ce droit, mais que ces mesures étaient justifiées et proportionnées. La Cour fait donc primer l'accès à l'avortement sur le respect de la liberté de conscience personnelle. Voilà, donc après ce petit panorama sur l'état du droit européen, maintenant on va voir un historique du droit à l'avortement en France. On va rentrer donc dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, l'avortement a été dépénalisé par la très célèbre loi Veil, la loi du 17 janvier 1975, appelée aussi la loi relative à l'IVG. Avant, en effet, l'avortement était un délit. Ici, ce n'est plus une infraction à partir de 1975. Le fait d'avorter n'est plus réprimé selon bien sûr certaines conditions. Première condition, l'état de grossesse devait placer la femme dans une situation de détresse. C'était la seule condition possible pour que celle-ci puisse avorter. Ensuite, le délai légal pour avorter était de 10 semaines. Cet acte devait être réalisé par un médecin dans un établissement de santé. Et ces médecins, disposaient d'une clause de conscience, c'est-à-dire qu'ils pouvaient ou non accepter. Ensuite, pour les mineurs non émancipés, il y avait une autorisation parentale obligatoire pour avorter. S'il y avait une jeune fille de 16 ans qui voulait avorter, eh bien, elle devait obtenir le consentement express de ses parents. Ensuite, il y avait également un délai de réflexion de 7 jours minimum qui devait être respecté avant l'IVG. Et enfin, l'assurance maladie ne remboursait pas cet acte. Voilà, donc cette loi est effectivement une très grande avancée puisque c'est la loi qui a permis de dépénaliser l'IVG en France. Toutefois, vous voyez bien que cette IVG était soumise à de nombreuses conditions, mais c'était déjà un exploit et bien que celui-ci soit désormais légal. Ensuite, il y a eu la loi du 31 décembre 1982, la loi Roudy, qui a ici instauré le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Donc encore une fois, ici, une très grande avancée. Ensuite, une avancée majeure également par la loi du 27 janvier 1993, puisque cette loi a créé un nouveau délit dans le code pénal qui s'appelle le délit d'entrave à l'IVG. Ce délit, il va réprimer quoi? Eh bien, il va réprimer le fait pour des associations, par exemple, qui seraient anti-IVG, de nuire au droit à l'avortement. Donc, par exemple, des associations anti-IVG qui vont manifester devant des hôpitaux et ainsi qui vont empêcher des médecins de pratiquer les avortements. Eh bien, désormais, ça s'appelle le délit d'entrave à l'IVG. C'est une infraction qui est réprimée pénalement. Donc là, par cette loi, le droit à l'IVG est encore plus renforcé. Ensuite, il y a la loi du 4 juillet 2001. Là, le droit à l'IVG est inscrit dans le Code de la santé publique. Le délai maximal de recours autorisé est passé de 10 à 12 semaines de grossesse. Ici, un petit point important également, c'est que l'autorisation parentale pour les femmes enceintes mineures a été supprimée. C'est-à-dire que depuis cette loi, une jeune femme mineure qui veut avorter, elle n'a plus besoin d'obtenir l'autorisation de ses parents. Cette loi permet également aux femmes de recourir à une IVG médicamenteuse dans le cadre de la médecine de ville jusqu'à 5 semaines de grossesse. Ensuite, il y a la loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ici,
la principale condition de recours à une IVG qui a été prévue par la loi Veil a été supprimée. Vous vous souvenez, c'était la condition de situation de détresse de la femme. Désormais, toute femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut recourir à une IVG. Il n'y a plus besoin de cette condition de situation de détresse. Également, cette loi permet de sanctionner toute entrave à l'information sur l'IVG. Ensuite, il y a la loi du 26 janvier 2016 qui prévoit que tous les actes nécessaires pour réaliser une IVG sont désormais remboursés à 100%. Ensuite, il y a la loi du 20 mars 2017 relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG. Ici, le délit d'entrave, vous vous souvenez, le délit qui consiste à faire obstacle à la pratique d'une IVG, eh bien ce délit est étendu au numérique afin de contrer l'influence des sites anti-IVG qui diffusent de fausses informations. Ce délit est réprimé de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Il y a également la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement. Ici, le délai de réflexion pour la femme est supprimé et le délai légal a été prolongé jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. Enfin, on peut noter la loi du 9 août 2024 qui a inscrit le champ de la contraception et de l'IVG parmi les domaines de la santé publique et aussi plusieurs décrets successifs à l'issue de cette loi et qui vont étendre la pratique de l'IVG par voie médicamenteuse aux cabinets médicaux, aux centres de planification ou d'éducation familiale et aux centres de santé et aux sages-femmes. Ici, le but de cette loi, en fait, c'est de pouvoir permettre au plus de femmes possible sur le territoire de recourir à une IVG si elles le souhaitent et dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, vous n'avez pas pu passer à côté de cette grande étape qu'il y a eu cette année, c'est la constitutionnalisation de la liberté de recourir à une IVG. Le droit à l'IVG est entré dans la Constitution. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est pourquoi, comment et est-ce que ce n'était déjà pas le cas ? Eh bien, tout d'abord, il y a une décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 qui considère que le droit de recourir à un avortement constitue une liberté de la femme découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc en fait, cette décision, elle va imposer au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité de toute disposition législative relative à la liberté de la femme, dont le droit à l'avortement est une composante. Donc en fait, jusqu'à maintenant, eh bien, le droit à l'IVG était en quelque sorte une corollaire très implicite de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais alors du coup, vous l'avez compris, pourquoi un débat sur l'inscription claire du droit à l'avortement dans la Constitution ? Eh bien parce que cette mention claire du droit à l'IVG n'y était pas. C'était juste une corollaire implicite, très implicite, qui était déduite d'un autre article. Donc là, il n'y avait pas une seule mention claire du droit à l'IVG dans la Constitution. Mais alors, qu'est-ce qui a remué un petit peu tout ça et qu'est-ce qui a donné envie finalement de créer, de marquer dans le marbre ce droit à l'IVG ? Eh bien, on peut tout simplement citer le droit international et notamment en 2022, l'annulation par la Cour suprême des États-Unis de l'arrêt Roe versus Wade de 1973 qui consacrait jusqu'alors le droit à l'avortement au niveau fédéral. Désormais aux États-Unis, chaque État peut décider d'interdire les avortements sur son territoire. Donc en fait, qu'a montré cette décision de la Cour suprême ? Eh bien, elle a montré qu'il était tout à fait possible de revenir sur la reconnaissance d'un droit, même si on pensait qu'il était totalement consacré, totalement absolu. Eh bien là, les États-Unis nous ont clairement montré le contraire. C'est pour ça qu'en France, entre autres, on s'est dit bon, il faut peut-être inscrire ce droit dans le marbre, histoire de ne plus avoir de risque d'y revenir. En effet, ici en France, on a vu que ce droit était reconnu uniquement par une loi ordinaire, par une succession de lois certes, mais ce ne sont que des lois. Et ainsi, pour abolir une loi, il suffit de l'adoption par le Parlement d'une autre loi. Alors que c'est pas le cas si ce droit est inscrit dans la Constitution. Un droit inscrit dans la Constitution ne peut pas être aboli par une simple loi. Il faut une nouvelle modification de la Constitution.
Alors donc pour protéger ce droit à l'avortement, il a été proposé de l'inscrire dans la Constitution, dont la procédure de révision exige des conditions beaucoup plus strictes que simplement l'adoption d'une loi ordinaire. En effet, cette procédure de révision est prévue par l'article 89 de la Constitution elle-même et qui exige tout d'abord un texte voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat, puis la révision doit être approuvée selon les cas soit par référendum obligatoire, si c'est une proposition de révision, soit par référendum ou par la majorité des 3/5 des suffrages exprimés des 2 chambres du Parlement, si c'est un projet de révision. Donc, le fait d'inscrire un droit dans la Constitution, ça permet de ne quasiment pas pouvoir y revenir, puisque si on veut y revenir, il faut réviser encore une fois la Constitution. Et c'est une procédure extrêmement stricte, extrêmement rigoureuse, extrêmement compliquée. On y aboutit assez rarement en réalité. Et c'est ainsi que le droit à l'avortement a été consacré par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'IVG. Cette révision constitutionnelle, elle dit quoi précisément ? Eh bien, elle dit que, après le 17e alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé, : la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Cette disposition est très très importante. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Ça, c'est le texte de révision constitutionnelle de 2024. C'est ce texte-là qui a été adopté. Alors, quelques petites explications. Vous avez vu que dans cette loi constitutionnelle, il est mention d'un article 34 de la Constitution. Qu'est-ce que cet article 34 ? Cet article 34, c'est ce qu'on appelle l'article du domaine de la loi, c'est-à-dire l'article qui va énumérer tous les domaines dans lesquels la loi peut régir, peut intervenir. Par exemple, la loi va fixer les règles concernant les droits civiques accordés aux citoyens, les règles concernant la nationalité. La loi fixe les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, ou encore la détermination des crimes et des délits, les règles concernant le droit du travail, etc., etc., etc. Cet article 34, il est très très long. Et en fait, il va énumérer, c'est un article dans la Constitution qui énumère tous les domaines dans lesquels la loi peut intervenir, tous les domaines dans lesquels le Parlement peut adopter une loi. Eh bien, cette révision de 2024, cette révision constitutionnelle, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a ajouté un alinéa dans cet article 34 en ajoutant un nouveau domaine dans lequel la loi peut intervenir. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Alors, la question c'est, est-ce que cela change quelque chose réellement ? Eh bien que le principe du droit à l'IVG soit désormais constitutionnalisé, c'est toujours la loi qui détermine, je cite, les conditions dans lesquelles s'exerce cette liberté. Du coup, le principe de l'IVG ne pourra être interdit que par une révision constitutionnelle. Ça, c'est le principe, en fait, c'est le but même de l'avoir constitutionnalisé, c'est que le principe même de l'IVG ne pourra être interdit que par une nouvelle révision constitutionnelle, mais cette révision constitutionnelle en elle-même, elle n'a fait que accorder un nouveau domaine à la loi. Ainsi, une simple loi pourrait restreindre de nouveau les conditions d'exercice de cette liberté. Alors après, il ne faut pas non plus être trop pessimiste non plus, c'est un pas qui est extrêmement symbolique pour la liberté des femmes, et d'ailleurs c'est un message très puissant qui est envoyé même aux autres États qui, eux, tendent à restreindre ce droit. Toutefois, en réalité, ça ne prémunit pas tout à fait d'entraves futures. Concrètement, la formulation retenue signifie qu'aucune loi ne pourra dire explicitement que la femme n'a pas la liberté de recourir à une IVG. En revanche, le texte ne dit rien sur les conditions dans lesquelles cette liberté s'exerce, et c'est toujours à la loi de le dire. Par ailleurs, cela augmente les chances que si demain une majorité parlementaire défavorable à l'IVG tente d'en changer les conditions, eh bien le Conseil constitutionnel se sente fondé à censurer cette loi. Alors, pour conclure, nous avons vu que la liberté de recourir à un avortement était de plus en plus protégée en droit français. En effet, désormais, tous les actes relatifs à l'IVG sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale, et l'IVG est désormais autorisée dans 2 cas pour toutes les femmes qui le désirent, mineures ou majeures. Bien évidemment, il faut respecter des conditions de délai. Aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, ou alors, pour des raisons médicales, tout au long de la grossesse. C'est-à-dire que
tout au long de la grossesse, si notamment la vie de la mère est en danger, eh bien, il restera évidemment possible de pratiquer un avortement. Dans tous les autres cas, c'est jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. Également, nous avons vu que le droit à l'IVG était renforcé, notamment, il y a désormais des sanctions du non-respect des conditions de son exercice. Il y a également le droit à l'information de la femme qui souhaite avorter qui est renforcé, la consécration d'un délit d'entrave à la pratique, et enfin, l'inscription littérale, de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. Toutefois, bien évidemment, des progrès peuvent encore être faits, notamment au regard des difficultés d'accès qui restent persistantes. Il y a notamment un rapport de l'Assemblée nationale qui s'appelle le rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'accès à l'IVG, qui date de 2020, qui a listé les principales causes des difficultés d'accès à l'IVG. Alors on peut citer notamment le faible nombre de médecins qui pratiquent une IVG en cabinet libéral. On peut aussi noter la répartition inégale des centres d'IVG sur le territoire. Et on peut noter également malheureusement la résurgence de mouvements politiques opposés à l'avortement. Car comme disait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la chaîne Jurisdico.